Ta question est super intéressante. Et avant d'y répondre, je voulais juste remercier les personnes qui m'ont posé dernièrement des questions sur le CED. Enfin, j'ai parlé un peu plus du CED ces derniers temps. Parce que comme vous le savez, ça fait un petit moment que je vais pas bien. Et comme le syndrome d'Ehlers, c'est quand même un peu beaucoup mon intérêt spécifique, je me rends compte que le fait d'en parler, ça m'apporte de la joie et de la bonne humeur dans ma vie. Tout le reste, c'est le gros bordel. Mais vous m'aidez avec ma santé mentale. Merci beaucoup. Pour répondre simplement, après je vais rentrer dans le détail, mais pour répondre simplement, non. Enfin, oui, du coup, il y a des critères de diagnostic du syndrome d'Ehlers hypermobile, selon les critères de 2017, que je n'ai pas. Là où c'est ultra intéressant, c'est que j'ai 3 médecins différents qui m'ont diagnostiqué selon les critères de 2017. Les 3 ont confirmé que j'ai un syndrome d'Ehlers hypermobile, mais pas tous ont mis les points au même endroit. Du coup, ça montre que selon les médecins, selon les jours, selon les connaissances, selon les blablabla, le résultat peut changer. Je vais passer en revue du coup les critères de diagnostic pour dire ce que j'ai, ce que j'ai pas. Et après, je vais vous parler rapidement du cas de ma sœur parce que je pense que le cas de ma sœur est extrêmement intéressant aussi pour répondre à cette question. Donc, le premier critère de diagnostic, on le connaît, le score de Bayton, le test d'hypermobilité. Petit rappel que l'hypermobilité peut changer dans le temps, il peut changer dans la journée en fonction de. Premier diagnostic, j'avais un score de 8 sur 9. Deuxième diagnostic, qui était quelques mois après, 8 sur 9. Troisième diagnostic, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 maintenant, 2 ans peut-être. J'étais à 6 sur 9. Et il y a un point, il était un peu borderline, donc 5 ou 6 sur 9. Tout ça pour dire que l'hypermobilité peut changer. Et aussi en fonction de comment le test est fait, ça peut changer. Typiquement, le test où on met le... Je vais pas le faire pour pas me blesser. Le pouce sur l'avant-bras. Si je le fais comme ça, je peux le faire. Si je le fais dans les conditions appropriées par rapport à comment on fait le test, je pourrais le faire si je force avec le risque de me déboîter le pouce, ce qui n'est pas ce qu'on essaie de faire en général. Donc, généralement, j'irai pas jusque-là, parce que j'ai pas envie de me blesser, donc du coup, je perdrai ce point-là. Donc, c'est aussi de comment les tests sont faits. Et je pense en tout cas que pour le premier qui m'a fait le test du score de Bayton, peut-être qu'il n'était pas fait de manière optimale. Hein. Voilà, tout ça pour dire ça. Les signes cliniques, la partie 2, celle que tu mentionnais. Peau douce et veloutée inhabituelle, les 3 me l'ont noté. L'extensibilité cutanée modérée. Ce critère-là m'a brainfuck pendant tellement longtemps parce que 3 médecins, 3 définitions différentes. J'allais regarder des recherches, des définitions différentes. Donc au bout d'un moment, j'ai demandé à l'Ehlers Society pour certains renseignements de ce côté-là. Au début, dans mon diagnostic, je crois qu'il y a 2 médecins, 1 ou 2 médecins me l'ont compté ce point-là et je ne l'ai pas. Si vous voulez en savoir plus sur comment se compte ce critère-là, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique les différents centimétrages pour rentrer dans cette catégorie-là, selon les parties du corps, parce que ça aussi, hein, parce que si on teste uniquement sur la main, puis qu'on ne l'a pas au niveau de la main, mais qu'on l'a au niveau du cou, du visage, des genoux, tout ça, voilà, c'est un critère qui, je pense, peut poser problème à beaucoup et de patients et de médecins. Mais du coup, moi, je ne l'ai pas. Maintenant, aujourd'hui, je le sais. À l'époque, je ne le savais pas, parce qu'il y a un docteur qui m'avait mis que je l'avais. Stries atrophiques ou rougeâtres, vergetures, oh oui, je les ai. Et si jamais les vergetures, c'est considéré comme des cicatrices, mais pas dans le diagnostic du syndrome d'Ehlers. Et je sais que les miennes, elles sont de type papyracée. Mais c'est différent, c'est compté différent que le critère des cicatrices atrophiques, parce que les cicatrices papyracées, ce sont des types de cicatrices atrophiques. Les papules piésogéniques aux 2 talons. Un médecin m'a dit que je l'avais, un médecin m'a dit que j'avais à 0 talon et un médecin a dit que j'avais sous 1 talon. Je ne sais pas ce qui a changé en fonction des jours. Je ne saurais pas dire du coup si je les ai vraiment parce que je n'arrive pas à regarder sous mes pieds quand je suis debout. Les hernies récurrentes ou multiples, rien du tout. Cicatrices atrophiques, au moins 2 sites sans hémosidérine ou papyracée de type 7C, je n'ai pas. En tout cas, je n'avais pas au moment de mes 3 diagnostics. Maintenant, peut-être j'ai des doutes. Je pense que j'en ai une en réalité. Je ne pense pas que j'en ai les 2. Si vous voulez en savoir plus sur les différents types de cicatrices, je me suis amusée, je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être début d'année, à faire une vidéo sur les différents types de cicatrices que l'on peut voir selon les différents types de SED. J'ai essayé de vulgariser ça au mieux parce que c'était un critère de diagnostic aussi qui m'a pas mal brainfuck. Les prolapsus du plancher pelvien rectal ou utérin sans antécédent majeur, je n'ai pas. Dentation irrégulière et palais haut ou étroit, les 3 l'ont confirmé. Il y en a même un qui a précisé que j'avais le palais le plus ogival qu'il ait vu de sa carrière et je m'en suis sentie extrêmement honorée. Ça fait toujours plaisir d'avoir des signes distinctifs que les autres n'ont pas. L'arachnodactylie, ça a été confirmé par les 3, à savoir qu'il suffit d'avoir un des 2 signes d'arachnodactylie pour passer ce critère. Et en fait,
au départ, on me disait que j'avais les deux. Maintenant, alors soit j'ai perdu de l'hypermobilité, soit en fait, le premier médecin qui m'a fait ce critère-là ne comptait pas correctement parce qu'il faut qu'il y ait des trucs qui se chevauchent. Et voilà. Mais en tout cas, il y en a un, je peux le faire, ça c'est sûr. Rapport d'envergure sur taille, au moins 1,05 cm. Ça, c'est assez drôle parce que le premier médecin me l'a mis. Le deuxième médecin, je suis quasi sûre qu'il a recopié ce que le premier médecin, il avait mis de ce côté-là. Et le troisième médecin, il m'avait dit que non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma sœur de prendre un mètre. On a mesuré. Et ce n'est pas le cas pour moi. Voilà. Prolepsus mitral et dilatation de la racine de l'aorte à Z supérieur plus 2. On suppose que je n'ai pas. La réalité, c'est que je n'ai jamais passé d'examen. Donc voilà. Mais comme j'avais suffisamment de points, ça n'était pas utile. Le critère de B, antécédents familiaux cède au premier degré. Maintenant, je l'ai. Mais la première fois où j'ai été diagnostiquée, je ne l'avais pas. Donc là aussi, ça peut être des fois le critère qui change. Et c'est pour ça que je vous parlerai du cas de ma sœur tout à l'heure. Les atteintes musculo-squelettiques où il faut au moins 1 point sur 3. J'ai eu 1 ou 2 points qui m'ont été mis par les médecins. Et personnellement, je pense que j'en ai 3. Donc là aussi, ça peut dépendre de l'appréciation des médecins, de comment les choses sont expliquées, de l'historique médical, patati patata. Et pour le critère 3, les critères d'exclusion, à ma connaissance, j'en ai aucun. Tout ça pour dire avec mon exemple qu'en fonction des médecins et des périodes de la vie, on peut avoir des points différents. Les 3 ont confirmé que j'avais, parce que j'avais tout le temps à chaque fois suffisamment de points. Mais certains ont dit que j'avais des trucs et d'autres ont dit que je ne les avais pas. Donc il y a certains petits trucs où c'est un peu flou, mais on n'est pas trop sûr. Pour parler du cas de ma sœur maintenant. Ma sœur a un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile également. La raison pour laquelle elle a un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile selon les critères de 2017, c'est parce que j'ai été diagnostiquée et qu'ensuite elle a été diagnostiquée. Si ni moi ni ma maman n'aviez été diagnostiquées, comme elle n'a pas assez de points à la partie 2A, il lui aurait manqué un critère. Et du coup, en fait, elle a le diagnostic parce qu'elle a les points au score de Byton, elle a le critère de l'hérédité 2B et elle a les complications musculo-squelettiques, mais il lui manque, je crois, 1 point ou 2 points à la partie 2A. Donc, si ni moi ni ma mère n'avions été diagnostiquées, ma sœur n'aurait pas de diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile. Tout ça pour rappeler à quel point c'est un fucking gros bingo et que des fois on peut être diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'hypermobilité et il suffit qu'on tombe sur un autre médecin qui compte un point différemment ou que quelqu'un d'autre de la famille au premier degré soit diagnostiqué et du coup, tout d'un coup, ça nous change de catégorie de diagnostic. Aussi pour rappeler que le trouble du spectre de l'hypermobilité est censé être traité de la même manière du syndrome d'air dans l'os hypermobile. Et quand on voit à quel point les frontières entre les deux peuvent être floues, on comprend pourquoi. Et scientifiquement, on sait qu'ils ont fait des études sur la manière de traiter les patients. Toutes les études que j'ai lues à ce sujet, ils disent non, les troubles du spectre de l'hypermobilité, on doit leur apporter les mêmes soins que dans les 7 hypermobiles, parce qu'en termes de symptomologie, on ne peut pas vraiment les différencier. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Et puis voilà, merci beaucoup. Je suis partie en cacahuète. Désolée, au revoir.